La force de Mathieu, je pense, c'est vraiment de savoir faire du design dans lequel on aime vivre, qui est vu pour ceux qui ont envie dedans. Je ne veux pas en parler plus, c'est toi qui fais le point. Donc Mathieu Lehanner est là avec nous ce matin, merci beaucoup. Je prends celui-là ou je prends celui-là? C'était super comme intro. Non, c'était parfait parce que j'avais pas envie de commencer comme ça, mais effectivement, quand tu dis que je suis pas venu vous parler de design, c'est un peu ce qui s'est passé pour une raison assez simple, c'est que moi j'ai commencé le design sans connaître du tout ce que c'était réellement le design. Et je connaissais pas du tout l'histoire du design, et du coup, j'étais assez libre par rapport à ça, j'avais assez peu d'images en tête. Je me souviens par exemple d'un moment un peu intimidant quand je passais mon concours dans une école de design à Paris. Et donc je passe toutes les épreuves, et puis à la fin il y avait une sorte de grand oral face à un jury, et puis donc tout se passe plutôt bien, c'était plutôt détendu. Et le jury me dit à un moment, mais quel est votre designer préféré? Et là, d'un seul coup, grand moment de solitude, parce que le problème n'était pas de trouver mon designer préféré, mais même d'être capable d'en citer un. Et en fait, je me rendais compte que le métier me passionnait, mais c'est vrai que je n'avais en tête aucun designer. Du coup, d'ailleurs, je leur avais répondu, écoutez, mon préféré, c'est celui qui a inventé l'escalier roulant. Et donc, comme je n'étais pas capable de savoir qui c'était, eux non plus, je gagnais un peu de temps, et ça me permettait aussi de leur dire que voilà, ce qui m'intéressait dans cet objet de l'escalier roulant, c'était d'un seul coup la capacité d'un objet d'être à la fois très fonctionnel, mais avec une sorte de portée un peu magique. C'est-à-dire que si vous imaginez 2 secondes le cerveau absolument hallucinant de la personne qui voit un escalier, qui est l'objet le plus statique qu'on puisse imaginer, le plus sculptural et immobile, et qui se dit, mais tiens, mais si je le faisais roulant, si je faisais en sorte qu'au lieu de le monter, l'escalier roule tout seul. Et donc finalement, voilà, j'exerce comme designer depuis une dizaine d'années, mais finalement, depuis le début, d'abord involontairement et puis volontairement, en essayant de rester à une certaine distance d'une sorte d'actualité du design, d'une sorte de production de forme, d'une sorte de surproduction d'objets dont nous disposons déjà à l'infini, je parle de canapés, de lampes, de tables basses et d'autres, et en essayant de revenir à un certain nombre, je ne sais pas si c'est de fondamentaux, en tout cas, de me reposer à chaque fois la question de l'être humain qui va utiliser la chose, et comment le designer éventuellement peut apporter des solutions. Donc on va faire un petit parcours, et je vais vous montrer d'abord les 3 images, les 3 choses, les 3 thèmes qui pourraient d'une certaine manière probablement résumer des clés d'entrée de l'ensemble des projets que j'ai pu développer. Le premier, c'est celui-là, on est en 1974. C'est ma famille. Moi, je suis là, dans le couffin. Et ce qui est important, c'est que c'est ma famille nucléaire. C'est pas mes cousins, c'est pas mes tontons, c'est ma famille. Donc ça veut dire que je nais en 74 au milieu de cette grande chose. Alors, elle, c'est ma grand-mère quand même, c'est pas ma mère, mais tout le reste, c'est mes frères et sœurs et mes parents. Ma mère quand même. Et ça a été un truc assez déterminant pour moi, parce que quand si vous naissez dans de telles conditions, c'est que vous ne naissez pas comme un enfant unique dont finalement les désirs vont conditionner les choix de ce qu'on fait cet après-midi, de ce qu'on fait les vacances prochaines, etc. Mais vous arrivez, surtout vous êtes en queue de peloton comme moi qui était le plus jeune de la famille, vous arrivez déjà dans un groupe, dans une micro-société. Ça veut dire que vous arrivez à un moment où vos désirs, finalement, sont dilués dans l'intérêt général, dans le désir même du groupe. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, a eu, sans faire de petite psychanalyse de Creative Morning, mais qui a eu probablement un effet assez déterminant sur les projets que j'ai pu mener après, où je me suis constamment dit,
comment je fais en sorte finalement, comme designer industriel, de travailler pour le groupe, pour la masse, parce que finalement mon état d'enfant de famille nombreuse, c'est notre état à tous, c'est-à-dire que c'est le collaborateur JWT perdu au milieu de 200, c'est l'habitant de Neuilly perdu au milieu de 20 ou 30 000, c'est le français perdu au milieu de 60 000, etc. Donc on est constamment une singularité perdue au milieu d'un groupe qui vous aliène un peu, qui vous écrase, et comment finalement le design, qui doit produire pour le plus grand nombre, peut essayer de donner le sentiment, réel ou simulé, mais finalement peu importe, à l'utilisateur d'être vu comme une sorte d'entité unique, et comment le design peut produire pour la masse, et néanmoins rester dans une forme de sur-mesure. Un autre élément important, c'est celui-là, c'est une sorte de représentation qui a été conçue par un neurochirurgien dans les années 50, et qui en fait, quand on a commencé à regarder comment le cerveau fonctionnait, qui a cartographié le cerveau au vu de la place qu'occupait chacun des membres, chacun des organes. Ce qui signifie que finalement, il s'est rendu compte que dans le cerveau, chaque organe, nos mains, nos pieds, nos lèvres, notre sexe, nos fesses, n'avait pas la même place, n'occupait pas la même importance en termes de ramification. Et donc ça, c'est très important en termes évidemment de sensations, mais même en termes de quelle part finalement ma conscience accorde à chacun de mes organes. Et donc il a représenté ça de façon très visuelle, très évidente, et on se rend compte qu'évidemment nos organes ne sont pas également répartis dans le cerveau, et que les mains prennent une part absolument colossale, comme on peut le voir, que les lèvres sont aussi disproportionnées. Donc on comprend déjà de façon très évidente pourquoi le nourrisson qui vient de naître porte ses mains à ses lèvres, et pourquoi d'un seul coup c'est les deux choses qui sont les plus actives. On comprend de façon évidente pourquoi il est finalement assez compliqué de se passer d'une cigarette, et au-delà de la nicotine, c'est que d'un seul coup elle active des éléments qui sont tellement ramifiés dans le cerveau, que sont nos mains et nos lèvres, que c'est compliqué de lutter. Et finalement, c'est un outil extraordinaire pour un designer parce qu'il oblige non pas à se poser la question de l'histoire du design, comme je l'évoquais en commençant, ou en réfléchissant, ou plutôt en s'empêchant de réfléchir à travers des grands stéréotypes de typologie d'objets, mais de revenir à une forme d'état fondamental qui est « Ok, je dois faire un truc pour cette personne-là, pour ce monstre-là », et ce monstre-là, c'est nous tous, hein, et comment finalement j'essaie d'apporter une réponse, comment j'essaie d'apporter un objet, un outil pour ce monstre que nous sommes. Et puis enfin, dernier objet, qui est peut-être l'objet le plus... qui est peut-être l'objet le plus de design sur les trois évidemment, qui est cette pissotière. Alors peut-être certains, la partie masculine de la salle connaît peut-être cet objet. C'est un objet absolument génial qui en fait est une pissotière donc pour hommes qui est produite chez Duravit depuis maintenant. Duravit, c'est une grosse compagnie allemande de céramique et sanitaire, et qui est produite depuis 15-20 ans. L'idée absolument géniale de cet objet-là, c'est que ils se sont posé la question comment faire en sorte dans un lieu public que l'homme n'en met pas partout. Et donc, de façon un peu évidente, initialement, il s'était dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit pictogramme en disant attention, visez bien, puis ça marchait pas évidemment. Ils mettaient des mots dans les toilettes, on a tous vu ça, laissez cet endroit aussi propre que vous aimeriez le trouver en arrivant, et tout ça, comme une sorte de message biblique. Sauf qu'on n'en a rien à foutre, sauf qu'on ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas cet être-là qui pense au prochain, qui va venir ensuite, après, voilà. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui va aux toilettes? Et ils ont eu cette idée absolument, dont je suis profondément jaloux, de se dire, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui va pisser? C'est un mec qui considère que son sexe est un fusil. Et ça on le sait tous, ou parfois qui considère que son fusil est un sexe d'ailleurs, et qui du coup a besoin d'exprimer, même là, son instinct un peu refoulé de chasseur. Et du coup ils se disent, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans chacune... Je rappelle que Duravit n'est pas une galerie de design, n'est pas un truc un peu cool, c'est une grosse compagnie allemande qui est là pour faire du chiffre et qui en fait. Donc c'est vraiment du sanitaire, de grosse production. Et ils se disent, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire imprimer dans chacune de nos pissotières, donc c'est une option en fait hein, qui est offerte, ça s'appelle le Fly Target. On va faire imprimer dans chacune de nos pissotières une petite mouche
Et en fait, je ne sais pas si des hommes ont testé le truc, mais vous arrivez devant la pissotière, vous voyez qu'effectivement la mouche n'est pas réelle, néanmoins, c'est plus fort que tout, et tu vises la mouche. Tu vises la mouche, et la mouche, évidemment, est placée à un endroit très stratégique où les courbes sont faites de telle sorte qu'il n'y a aucune éclaboussure. Et donc, ce qui est absolument... Alors, ils avaient fait des études, même ils s'étaient dit, est-ce qu'on met pas une cible alors si on met il faudrait mettre du vivant, parce que si je suis chasseur, je veux tirer du vivant. Et donc, quel est l'animal, quelle est l'espèce dont finalement, que je sois sensible à la condition animale ou pas, j'en ai vraiment rien à foutre de flinguer. Et donc, grosse étude, et il s'est dit, mais la mouche, quoi. La mouche, c'est vraiment le truc, on n'ira jamais verser une larme pour une mouche, et c'est vraiment l'animal que je suis prêt à dézinguer. Donc c'est un objet assez intéressant et qui, voilà, au-delà de l'anecdote de celui-là, qui d'un seul coup se repose la question, encore une fois, de nos vrais mécanismes. Et pas de nos mécanismes fantasmés, pas de nos mécanismes simplifiés, mais de nos mécanismes, effectivement, d'être humain qui se veut civilisé et qui néanmoins trimballe avec lui cette casserole d'être primitif qui vient de la grotte et qui finalement retournera peut-être à la grotte, en tout cas qui a besoin de garder ce contact avec sa propre virilité et ses propres pulsions. Donc on va traverser ensuite quelques projets que j'ai pu réaliser qui sont beaucoup moins pertinents que celui-là, mais j'essaie de m'en rapprocher. Mais en essayant de toujours garder cette idée de voilà, j'ai un être humain qui va passer de l'état de naissance à l'état de mort. J'ai besoin de lui apporter un certain nombre de solutions et d'objets, et comment finalement je prends en compte tout ce qu'on a vu précédemment. Commençons par le commencement, comment naître. Alors ce projet-là n'est pas un projet sur la naissance à proprement parler, par contre il fait directement écho à la photo de famille que je vous montrais en introduction. L'idée de cet objet-là est de travailler à partir de ces pyramides des âges, qu'on a tous appris à l'école, et qui sont en fait une représentation graphique, mathématique, un peu froide, un peu austère, mais qui montre d'un seul coup, à un moment donné, dans un pays donné, une population, et qui est en gros toute la population vivante, et qui sont en fait, la strate du bas, c'est les enfants qui viennent de naître, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1, et puis jusqu'à 100 ans, qui est l'âge espéré de vie d'un être humain. Et donc on se rend compte qu'évidemment, plus on monte en hauteur, plus le nombre de personnes vivant ayant 100 ans est évidemment restreint. Et l'idée, c'était de convertir cette statistique un peu froide, un peu absconde, et d'arriver à convertir ça en un objet qui soit réellement émotionnel, réellement émouvant, et qui potentiellement raconte, pas forcément un démographe, la façon dont justement sa société vit aujourd'hui. Et donc j'ai commandé j'ai récupéré auprès de l'ONU tout un tas de pyramides des âges de différents pays sur différentes années, et puis je les ai fait faire en céramique, tourner par un potier à Valoris, et donc c'est des objets assez hauts, qui font 70 cm de hauteur, comme ça, tout en céramique noire, assez lourd, assez dense, et qui d'un seul coup reprennent exactement les couches. Et donc ce qui est à mon sens très très impliquant là-dedans, c'est que d'un seul coup à la fois vous avez une vision globale de la population vivante de votre pays, mais si vous comptez les strates par rapport à votre naissance, vous savez où vous êtes. Et donc vous voyez d'un seul coup, vous, perdu probablement au milieu de ce groupe, néanmoins vous êtes là, et vous voyez à la fois au milieu de la masse, et puis vous voyez aussi évidemment le facteur temps qui évolue. Typiquement, ça c'est la pyramide des âges de la France aujourd'hui. Ma fille qui a 3 ans est là, mon fils qui a 6 ans est là, moi et ma femme on est à peu près là, ma mère est là, mon père est là. Et d'un seul coup, dès que je vois ça et que je convertis ça par rapport à ma vie, je me dis, oh putain, mon père il est temps que je lui parle. Effectivement, je le vois qui est en train de monter là. Voilà. Et je vois la vie que j'ai vécue, je vois que celle qui me reste à vivre, et je vois finalement cette masse d'êtres vivants qui évolue. Et donc, évidemment, si vous comparez différents pays, ça devient assez flagrant. France, Égypte, Japon, les problèmes de natalité deviennent évidents. L'Allemagne, voilà, on a évidemment une natalité assez réduite, donc on a une chose qui d'un seul coup perd un peu de stabilité. Donc on a un casque à pointe, c'est étonnant. Je m'en rends facile. Les USA. Hein?
un joli bourrelet, un joli bourrelet américain. Et donc on se rend compte aussi finalement que plus le pays devient riche, plus le pays a des conditions sanitaires optimales, plus la forme devient cylindrique. Et donc probablement, et à l'inverse, tous les pays du tiers-monde, et pays très pauvres, sont très pyramidaux. Une grande majorité des pays africains sont extrêmement comme ça de forme pyramidale. Et donc il est probable que si le monde évolue économiquement dans des conditions sanitaires fiables, c'est pas gagné, mais que finalement on va tous se retrouver à un moment avec des formes très cylindriques, en gros de gens qui vont naître et qui vont être emmenés quasiment à 80 ou 100 ans. Comment respirer? Je vais faire un petit comment boire aussi. La problématique de l'air, c'est une problématique et un matériau qui m'intéresse depuis quelque temps. Tu parlais d'Andrea, le purificateur d'air, qui est évidemment la matière la plus unanimement partagée, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, et qui est cette matière évidemment qui a cette capacité de nous traverser totalement. C'est évidemment c'est une matière dans laquelle je vis, mais comme un poisson dans l'eau, d'un seul coup qui me traverse en permanence. Et donc c'est une matière à la fois qu'on oublie, mais qui a sur nous des répercussions tout à fait colossales. Et donc je m'étais intéressé à un objet capable de produire de l'oxygène. En fait, on sait que dans la majorité des grandes villes, on est quasiment toujours en dessous du taux d'oxygène qui serait nécessaire à notre condition d'être humain, de mammifère. Et par rapport à ça, finalement, aujourd'hui, dans le commerce, dans les services publics, rien ne m'offre finalement de la production d'oxygène, à part le monde hospitalier, quand je suis vraiment assez mal en point. Et donc, je m'étais intéressé à la façon dont on peut produire naturellement et en permanence de l'oxygène pur, de l'oxygène natif en train d'être produit. Et en l'occurrence, j'avais identifié certaines microalgues qui ont cette capacité justement, sous l'effet de la lumière, à produire leur propre oxygène. Et donc le principe de cet objet-là, c'est que c'est un objet qui est chez vous, près de votre canapé, et en fait, dès qu'il perçoit par des petits capteurs qu'on est en dessous du taux d'oxygène optimal, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on n'a pas assez aéré, parce que beaucoup de pollution et des molécules d'oxygène un peu emprisonnées, il va, sous l'effet de la lumière, activer les microalgues qui vont produire de l'oxygène dans la pièce et que je vais ensuite respirer. Donc d'un seul coup, un objet qui n'offre pas d'une certaine manière le même service à tout le monde, mais dont j'ai le sentiment qu'effectivement, il perçoit des choses que même moi, je ne suis pas capable de percevoir. Et qui du coup est capable de m'apporter exactement, au moment où je le souhaite, les éléments dont je peux avoir besoin. Comment dormir? Alors ça, c'est un projet pour Veuve Clicquot. Les champagnes Veuve Clicquot m'avaient sollicité pour faire un truc. On pourrait résumer ça comme ça, pour faire un truc pour leur hôtel à Reims, Hôtel du Mar, qui est l'hôtel dans lequel ils reçoivent tous leurs clients un peu de marque, tous leurs hôtes et autres VIP. Et donc ils viennent me voir et me disent voilà, on aime bien votre travail, faites-nous un truc quoi. Donc faites-nous un lustre, faites-nous un canapé, faites-nous une grande banquette à l'accueil ou que sais-je. Okay. Jusqu'à présent le brief ne m'excitait pas beaucoup. Et donc je vais rencontrer le responsable de l'hôtel, le manager de l'hôtel, et je lui dis mais qui va venir ici, combien de temps, comment ça va se passer, qui vient, pourquoi. Et donc il me dit, oh, bah, vous savez ici c'est un peu particulier, je vous donne un exemple, on va avoir Kenny West qui va venir, et puis qui va passer une nuit à Reims, il fait un dîner le soir avec l'équipe de Clicquot, et puis le lendemain il part, et il n'a rien vu de Reims, et voilà. Donc je me dis, ah c'est peut-être là qu'il faut qu'on joue. La déco n'aura aucune importance, n'aura aucun effet. On va travailler sur ce moment que je maîtrise, qui va être le sommeil, le moment de la nuit. Et finalement, je ne vais pas travailler quasiment sur ce qui va se passer autour de lui, mais je vais travailler sur ce qui va se passer dans son cerveau et dans ses rêves. Et donc, j'ai développé pour eux un lit, qui est un lit en fait qui va avoir pour capacité de vous emmener beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément dans le sommeil. Et donc pour ça, j'ai fait une collaboration avec un hypnologue, qui sont les médecins spécialistes des troubles du sommeil, et pour savoir quels étaient les différents leviers, les principaux leviers pour m'emmener rapidement et efficacement profondément dans le sommeil. Et donc il m'avait dit, bah, écoutez, premier élément, il faut dormir seul. Donc il faut un lit simple. Oh merde.
bah, Kanye West doit dormir seul. À Reims, il dort seul. À Reims, il dort seul. À Reims, tout le monde dort seul. Et donc il me dit, pour une raison assez belle, c'est que même finalement, même des amoureux de 30 ans, de 40 ans, n'auront jamais le même rythme de sommeil. Et à la fois, des vieux amoureux vont marcher au même pas, mais les sinusoïdes du sommeil, et à quel moment vous rentrez dans le sommeil profond et vous revenez quasiment à la surface et repartez, ne seront jamais synchronisés, quoi qu'on en dise. Et du coup, il a dit, voilà, si vous voulez respecter la science, vous faites un lit seul, une place. Ok, docteur. Il me dit un autre élément important, c'est par la lumière d'arriver à passer d'un état lumineux et d'une lumière assez froide, assez blanche, à l'obscurité totale en 15-20 minutes et en passant par des tons beaucoup plus chauds. Ce qui fait qu'on intègre juste au-dessus du lit ce sorte de soleil couchant juste à la verticale. Et puis il me dit, autre élément très important, même si on ne le sent jamais, c'est la température. Faites en sorte que la température diminue entre 1 et 1,5 degré pendant les 15-20 minutes de diminution de la lumière pour que justement le corps m'explique tout un tas d'éléments qui, par la lumière, par le son, par la température, où finalement il me réexplique la façon dont se passe une fin de journée, dont se passe un coucher de soleil. C'est-à-dire que la science est arrivée aujourd'hui, non pas à prendre conscience, mais à réidentifier à quel point notre corps était conditionné de façon chimique, de façon mécanique, au fonctionnement de notre environnement. C'est-à-dire que finalement, lorsque le soleil va diminuer, la température va de fait diminuer, et tout ça devient des signaux très forts pour mon corps, le corps informe mon cerveau envoie les somnifères. Et donc, tout ça, finalement, est une chose qui s'est évidemment un tout petit peu atomisée, un peu délitée, parce que l'électricité, parce qu'effectivement, à l'heure où le soleil se couche, où je devrais du coup ne plus rien voir et dormir, j'allume la lumière et j'envoie des signes totalement contradictoires à mon corps. Si en plus, comme Kanye West, je parcours le monde à l'endroit, à l'envers, évidemment, c'est le moment où le cerveau fait totalement tout et son contraire. Et pour ça, l'idée c'était de ne pas aller chercher justement des codes tels que les utilisent les médecins du sommeil, qui sont effectivement des capsules très froides, très médicalisées, très technologiques, mais au contraire d'aller chercher des signes, des images, des référents beaucoup plus fantasmés, beaucoup plus proches du conte de fées, beaucoup plus proches de la grotte, dans ce qu'elle a à la fois d'attirant et à la fois d'un peu effrayant. Il faut quand même boire un peu de champagne avant de dormir parce que c'est quand même des clients. Et puis ça, vous pourrez, cette plante-là, c'est à peu près le même principe que la plante que vous avez juste à l'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plante, c'est une vraie plante, mais qui va réagir dès que vous la touchez. En fait, le principe, c'est qu'elle a quelques capteurs qui sont incrustés dans la terre en haut, et dès que vous touchez cette plante, elle fonctionne comme un interrupteur. Et là, le principe, c'est de se dire, bon voilà, à partir du moment où je vais dormir seul dans ce lit, ça veut dire que je ne peux pas toucher une peau en m'endormant ni en me réveillant. Donc, à défaut d'une peau, on va mettre une plante. C'est contestable. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. C'est pas hyper excitant, mais bon, c'est un moindre mal. Et donc là, le principe, c'était qu'en fait, vous allongez dans le lit, et dès que vous allez toucher la plante, c'est ce qui lance le système. Donc en fait, dès que vous touchez la plante, c'est là que les rideaux vont se fermer automatiquement, très lentement, et puis c'est là que pendant la quinzaine de minutes, la lumière va progressivement diminuer jusqu'à l'obscurité totale, et la température également, et vous allez partir, et Kanye West va faire des rêves absolument hallucinants. À cause du champagne. Ah, c'est bon. Comment guérir? Alors comment guérir, ça c'est un projet que j'avais mené en 2001, c'était mon projet de diplôme, et où je m'étais intéressé sur la façon dont le patient vit son traitement, que ce soit un traitement pour une grippe ou pour un cancer. Et de la façon dont finalement il interagit avec sa maladie et du coup avec son traitement lui-même. Et en m'intéressant justement non pas à la molécule, mais à la relation qui s'établit entre tous ces éléments-là. Et en fait, j'avais développé une dizaine de propositions en partenariat avec un labo pharmaceutique
pour effectivement essayer de réinterroger totalement les façons de prendre ces médicaments, de les comprendre, de leur projeter une efficacité, d'y intégrer évidemment des notions de placebo, et d'un seul coup de ramener tout simplement du sens entre effectivement une personne qui a un traitement devant elle et qui doit le prendre. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un médicament sur deux qui n'est pas pris correctement. C'est-à-dire qu'il y a 50% des médicaments qui sont distribués aujourd'hui, qui sont vendus aujourd'hui, qui n'ont pas une efficacité optimale pour une raison simple, c'est que le patient qui est au bout de la chaîne dit un jour, mais moi j'en veux pas. Ou aujourd'hui je le prends, demain je le prends pas. Ou au contraire, je l'adore, j'en prends beaucoup. Et c'est vrai que pendant toute l'histoire de la pharmacie, de la médecine, c'est qu'à un moment, on avait des choses très relationnelles, très fortes entre le chaman, le guérisseur, le sorcier, appelons-le comme on veut, et son patient. Il n'avait pas beaucoup de choses, il avait des plantes, des herbes, du shit, mais il y avait un état relationnel extrêmement fort avec son patient. Et sauf que plus le médicament s'est complexifié, plus il est devenu un organe de pure science, plus on a mis de côté toute la dimension relationnelle, la dimension psychologique, et plus évidemment, en bout de course, le patient dit, écoutez, si c'est ça, moi je n'adhère pas. L'adhérence, c'est le terme, adhérence ou observance, c'est le terme utilisé par le monde pharmaceutique sur ces questions-là. Et donc je vous montre juste une des propositions qui était un traitement pour les asthmatiques pour les enfants. En fait, c'est un traitement de fond. Pour la faire courte, le traitement de fond de l'asthme pour enfants ou pour adultes, c'est une chose, contrairement à la ventoline, dont vous ne sentez aucun effet sur le corps. C'est extrêmement important de le prendre tous les jours. Néanmoins, comme on n'en sent aucun effet, on se rend compte que la majorité des patients ne le prennent pas, parce que disent leur médecin, écoutez, je le prends, je ne sens rien du tout, je prends plutôt celui qui me fait de l'effet. Si je ne vois pas, si je ne sens pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc, je m'étais posé la question, un peu comme la mouche sur la pissotière, de dire, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser, convoquer comme levier, comme stratégie, pour faire en sorte que, pour pas venir à mes fins, pour que le patient adhère à l'histoire. Et en fait, je m'étais dit, eh ben, on va créer une dépendance, qui est un truc qui fonctionne bien, l'addiction. Et on va créer une dépendance, mais non pas du patient, en l'occurrence de l'enfant, qui va être dépendant de sa molécule ou de son médicament, mais on va faire comme si c'est le médicament lui-même qui était dépendant du patient. Et l'image que j'avais à ce moment-là en tête, qu'on a un peu oublié maintenant, c'est le Tamagotchi, qui était ce petit jeu électronique degré zéro de la technologie du jeu électronique, mais où vous nourrissiez finalement une sorte de petit animal. Vous aviez le contrôle sur lui, vous aviez le pouvoir sur lui, pouvoir de le nourrir, ou pouvoir éventuellement de le tuer, comme vous voulez, ou de le maintenir à un état de sous-alimentation. Et du coup, l'idée de ce projet était vraiment de jouer de ça, c'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que, si je reviens à l'image d'avant, c'est que vous avez un objet très rectangulaire, comme un parallélépipède comme ça, très droit et géométrique, et qui en fait, au fil de la journée et au fil de la nuit, va se gonfler progressivement de l'air contenant le principe actif. Et du coup, lorsque l'enfant se réveille le matin, l'objet qu'il avait laissé très pur et cartésien la veille, il le retrouve totalement gonflé, ballonné, et non pas pour se soigner lui dans son esprit, mais finalement pour prendre soin de cet objet qui est en train de rentrer en état de ballonnement avancé. Il va le porter à sa bouche, en aspirer tout le contenu, incluant évidemment le principe actif. L'objet reprend sa configuration initiale et au fil de la journée va comme ça aussi se regonfler. Et du coup l'idée, voilà, c'est de forcer un petit peu ce lien entre l'enfant et cet objet. Et puis enfin, et on en finira là, comment mourir? Vaste question. Comment mourir, c'est un projet que je suis en train de développer et de mettre en place avec un service de soins palliatifs qui est à Paris, dans le 12e, et qui sont venus me trouver, qui est un service d'une petite vingtaine de chambres, qui sont venus me trouver en me disant, faites-nous quelque chose, faites-nous une pièce, plusieurs pièces, un dispositif, un aménagement, pour que finalement, leur brief n'était pas très clair, même pour eux à ce moment-là, mais on pourrait le résumer de la façon suivante: comment faire en sorte, vis-à-vis des patients, et encore plus vis-à-vis de leur famille, mais vis-à-vis aussi des équipes médicales, qu'on soit encore dans un lieu de vie. Évidemment, je suis dans une pré-mort, évidemment, je suis dans un état, en gros, la durée de séjour de ces patients dans ce service, c'est entre 10 et 15 jours. Mais comment néanmoins rester dans une énergie de vie? Et en fait, je leur ai proposé d'installer dans chacune des chambres un dispositif comme celui que vous voyez là, qui en fait vous diffuse en temps réel le temps qu'il fera demain. Et finalement, vous avez cet objet qui a un écran de LED qui est diffusé à travers une sorte de nid d'abeille plastique, donc qui rend l'image un peu floue, un peu atmosphérique comme ça, et qui va très lentement
vivre, se déplacer comme si vous étiez allongé dans un champ et que vous regardez le ciel, donc il ne se passe pas grand-chose, c'est extrêmement lent, sauf que le ciel ne sera jamais le même d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Et donc là, finalement, dans chacune des chambres est installé un dispositif comme ça, où vous avez un ciel, et qui soit un ciel bleu ou un ciel gris, qui se développe très très lentement, et qui sera toujours le ciel du lendemain. Et l'idée derrière ça était à différents niveaux. À la fois de permettre aux patients de regarder le ciel, et finalement qu'il soit croyant ou pas, on sait que devant un ciel, c'est assez propice à une sorte de pensée un peu méditative, spirituelle, religieuse, que sais-je. Mais ça permettait aussi d'un seul coup, même s'il est dans un état où finalement il ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, on peut le comprendre, néanmoins il a quand même un coup d'avance. Il a un coup d'avance sur la mort elle-même. Il ne sait pas quand elle va venir, mais voilà, je sais au moins de quoi demain sera fait. Et puis enfin, et c'était sans doute un des éléments les plus importants, c'était de faire en sorte que les familles arrivent à trouver leur place. Parce qu'en fait, ce qui m'était rapporté par le chef de service de ce service de soins palliatifs, c'est que un des gros problèmes, c'est paradoxalement les familles. C'est-à-dire que vous avez le patient qui est là, qui évidemment a déjà ses angoisses, éventuellement ses douleurs, mais lorsque la famille arrive, elle a énormément de mal à nouer la discussion, à nouer la conversation. Et les familles, c'est les frères, les sœurs, les enfants, les parents, les grands-parents, les tontons, tout. Parce que ça, vous avez des jeunes, des vieux et des moyens. Et parce que finalement, on se rend compte que de quoi parle un être humain valide, il parle de son futur. Alors le futur, c'est cet après-midi, c'est tout à l'heure, c'est dans 5 minutes, c'est dans 5 ans, c'est l'été prochain. Mais on est constamment, évidemment, dans cet état d'une projection à court, moyen ou long terme. Et du coup, face à un patient pour qui le futur, et le futur extrêmement proche, et de toute façon sa disparition, la discussion est extrêmement lourde, et finalement on se rend compte que les familles ramènent énormément de lourdeur, énormément de pathos, dans un lieu qui évidemment, de par son contexte, l'est déjà totalement. Et du coup, l'idée de passer par cette chose extrêmement désuète, qui est la météo, qui est le temps qui fait, c'était de permettre justement, comme on le fait tous, comme on le fait avec notre femme, nos enfants, la concierge, un ami, un inconnu, c'est qu'on se raccroche au temps. Et pas comme une impossibilité, et pas comme une politesse, ou pas comme une façon de se rencontrer un peu diplomatique ou un peu timide. C'est que finalement, ça a effectivement une telle importance sur nos comportements, et on le voyait un peu sur la chambre à coucher, c'est que c'est une des choses dont on parle le plus naturellement possible. Et du coup, j'imagine, c'est pas encore installé, ça le sera dans quelques mois, j'imagine et j'espère que les familles arrivant là s'accrocheront à ça et diront « Ah, t'as vu, demain ça se couvre un peu hein. ». Et c'est à la fois rien et à la fois c'est parti, c'est lancé. Voilà, c'est bon, j'ai pu parler d'un micro-futur et c'est pas grave. Et on est dans cette dynamique-là. Et enfin, ce que propose le système, c'est que en fait on a mis au point une sorte d'animation, parce qu'on voulait surtout pas qu'il y ait une boucle, surtout pas une boucle vidéo où le patient qui passe 8 heures devant son écran se dit mais en fait c'est pas le vrai ciel, je suis dans un circuit fermé, ce serait une angoisse encore pire. C'est qu'on a mis au point un système où en fait l'objet va chercher de l'information en temps réel sur le net, sur les gros sites météo du monde, et ensuite génère par un ordinateur une animation qui se calibre en fonction des informations reçues. Donc vitesse des nuages, transparence des nuages, valeur de ciel, en fonction des heures du jour. Donc finalement vous n'avez jamais 2 fois le même ciel. Et puis enfin, comme vous avez des patients en service qui vont venir de Bretagne, du sud de la France, du Maghreb ou d'ailleurs, l'idée c'est aussi de leur proposer de se calibrer, de se connecter finalement au ciel affectif, qui peut être celui de leur enfance, qui peut être celui de leurs enfants, celui de leurs amis, le ciel rêvé, mais d'un seul coup, ou le ciel local de leur service à Paris, mais d'un seul coup d'être sur à la fois ce temps légèrement différé, et puis ce jeu local de pouvoir se placer où on veut sur le monde, avec encore une fois toujours un temps d'avance sur la grande faucheuse. Merci. C'était super intéressant. Ouais. C'était super. Et en plus, avec la présentation, avec des images, c'était une super présentation. C'est pas le meilleur du monde, c'est le meilleur de l'univers. En fait. Yes. Non mais moi je vois le design un peu différemment maintenant, quand même. En fait, c'est bien, hein. Ouais, non, ça. Non, Non, on croit tous que c'est un métier de con, mais en fait... En fait, on réfléchit. En fait, si on oublie, Ouais. si on lave tout ça,
profondément assez intéressant. C'est clair. Alors non. Bouche bée. Bon, d'accord. On peut Ok. parler un petit peu, enfin, tu en as beaucoup parlé là, mais c'est très intéressant quand tu parles de design, c'est pas juste le dessin. Le dernier est une illustration de ça, mais dans tout ce qu'on a vu ailleurs aussi, c'est pas juste le dessin, tiens, ça va être joli, et puis on va vous faire de l'Apple mignon à regarder et prendre dans votre poche. C'est qu'il y a une vraie réflexion qui va beaucoup plus loin sur le rôle de l'objet pour l'homme. Oui. Ça, c'est fabuleux, parce que ça, C'est exactement ça. Ce que ça va comme relation avec toi et en quoi ça va te changer, te faire évoluer. Même, c'est une approche du design qui est extrêmement technologique en fait. Hein. C'est pas du tout c'est des graphismes. Ouais, mais c'est Oui, scientifique, ouais. hein. Et alors, effectivement, il y a deux choses dans ta remarque. Il y a la notion de dessin, effectivement, arrive sur les projets, en général, très tardivement. C'est qu'effectivement, il y a toute une phase. Là, typiquement, moi j'avais dit au chef de service, n'espérez pas avoir de mes nouvelles avant 6 mois. Parce que le contexte est tel que vous ne pouvez pas arriver à « Ah, j'ai une idée marrante, je vais faire un truc. » Donc je lui ai dit « J'accepte le projet, mais je ne peux pas vous répondre trop vite. » Donc le dessin à chaque projet, que ce soit celui-là ou des choses beaucoup plus légères, arrive effectivement très tard. Néanmoins, il y a un moment où le dessin, la forme au sens large, l'échelle, la taille, la couleur, les matières, les finitions, la température, etc., ont une importance qui est évidemment capitale, parce qu'en gros, l'objet doit être capable de tout ce qu'on a mis dedans. Voilà, typiquement, on parlait de celui-là, donc contexte un peu lourd, des différentes ramifications, doit être capable de se retrouver, de se concentrer dans une chose. Et finalement, à chaque fois, le processus des différents projets qu'on peut développer à l'agence est toujours le même. C'est qu'à un moment, on se retrouve toujours à une phase où le projet est un peu comme une pizza du chef, c'est-à-dire où il a mis merguez, steak haché, omelette, il y a trop de choses, beaucoup trop de choses, et c'est indigeste, et on a voulu trop dire, trop mettre. Et du coup, à chaque fois, il y a toujours une phase où on va progressivement enlever tout ce qui finalement n'est pas tout à fait indispensable à l'histoire, et en essayant de garder toujours en tête, qu'est-ce que je veux, c'est toujours la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que je veux qui se produise dans la tête de la personne qui va utiliser ça. Et donc c'est vrai pour un verre, pour une chambre, pour un truc dans un service de soins palliatifs, que sais-je. Qu'est-ce que je veux qui se produise là, et du coup la forme doit être finalement à la fois capable de raconter tout ce qu'on a voulu y mettre. Et souvent moi j'essaie de le faire de la façon suivante, c'est de me dire comment, d'une certaine manière, comment la nature réglerait le problème. Et ce qui est intéressant dans la nature, c'est que elle parvient à des formes d'une complexité absolue, d'une fantaisie incroyable, mais où à chaque fois on arrive à avoir un rapport très instinctif, très immédiat à une chose, même si je ne la comprends pas exactement. Je donne un exemple très bête, vous prenez un tuba et un masque, vous allez plonger, et vous allez voir très rapidement lequel poisson est plutôt dangereux à pas trop s'approcher, lequel paraît assez comestible, et lequel est plutôt friendly. Parce qu'effectivement, ils sont eux-mêmes des signes ambulants, et ils vous envoient des signes à travers des couleurs, des finitions, des machins, des rapidités de mouvement. Et donc, j'essaie de faire en sorte que les objets aient cette même capacité, pas facile de se frotter à la nature, mais enfin, et la même capacité de transmission immédiate. Donc la forme a quand même une vraie importance, même si elle arrive vraiment en fin de processus. Tu veux nous dire un mot sur tes espaces? Tu n'as pas parlé des espaces ici, mais on n'y va pas parler, mais tu as fait l'espace enfant de Beaubourg. L'espace ado aussi. Ado, et une magnifique église. Une église romane enfin tout le cœur d'une église romane du XIe siècle. Et là c'est une commande un peu particulière, qui est un prêtre de 75 ans et qui a une très belle église romane qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et il a un cœur de l'église, donc l'autel. Elle est où cette église? Elle est à Mel dans le Poitou. Et me dit, voilà, il faudrait refaire un peu ce cœur et qu'il soit un peu à la hauteur du projet. Et donc pour aller voir sur le site, je ne vais pas tout vous raconter, sinon ça va être trop long. Mais la chance ou le vrai plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement travailler sur des projets comme l'église, comme un service de soins palliatifs, comme les bureaux d'ici. C'est qu'à des moments, être parvenu à ouvrir un tout petit peu de champ de vision pour que des clients qui a priori n'imaginaient pas du tout qu'un designer puisse intervenir, se disent mais ouais, bah nous par rapport à notre problème, on aimerait bien avoir une réponse de designer aussi.
Et donc par rapport aux espaces, oui, alors, ce lieu-là en fait partie, et tu racontais un peu l'histoire. Et effectivement, on a clairement conçu ce lieu-là, un peu comme ce que je disais par rapport au dessin, sans se préoccuper au début de, voilà, qu'est-ce que je veux dessiner, qu'est-ce que je veux mettre comme matériau. À ce moment, j'aime bien le bois verni, je vais en mettre un petit peu, voilà. Mais qu'est-ce qui doit se produire dans vos têtes à tous de ce qui se passe ici, et du coup ça prend des formes très différentes. Ça prend à un moment le risque que vous acceptez de vous dire, vous, président de l'agence, que n'importe quelle boîte met en haut de l'organigramme, c'est-à-dire que n'importe quelle boîte convertit son organigramme d'entreprise à travers l'architecture, c'est quand même une pensée très très intelligente, et ben se dire, le chef, je le mets en haut, et puis ensuite je descends dans la hiérarchie comme ça. Et puis la maintenance, je la mets au sous-sol. Et d'un seul coup, comment dans nos discussions, vous avez aussi le culot, l'intelligence de se dire, mais par rapport à ce qu'on cherche, effectivement, notre vraie place de président, c'est pas là-haut, c'est au rez-de-chaussée. Et tout ça, effectivement, et vos plans sont là. C'est comment, d'un seul coup, le design, avant de se préoccuper de la forme, s'intéresse à une forme plus globale des relations. Et typiquement dans cet espace-là, et vous le sentez peut-être, ou même pas forcément consciemment, mais une des choses qu'on a travaillé et qui ne se voit pas immédiatement, c'est de faire en sorte qu'une personne qui va passer, allez, 7, 8, 10 heures ici, que son corps soit constamment stimulé. Et ça par une chose toute simple, qui fait que quand il s'assoit, ses postures ne sont jamais les mêmes. Et donc, qu'il soit ici sur un canapé un peu vautré à la maison, ou sur des éléments un peu plus rigides, ou sur un bar où il a une fesse qui glisse un peu, ou sur la salle là-bas où il est un peu plus en hauteur, c'est que finalement, le rythme est donné par le corps qui est constamment restimulé, comme quelqu'un qui vous toucherait à chaque fois les poings différents. Et donc, on peut parler d'une forme de design invisible. Qui évidemment, on a parlé du cerveau à maintes reprises, le design invisible a des répercussions, a un champ potentiel d'efficacité beaucoup plus important que le design visible, que je vais décrypter. Le design invisible, évidemment, il est plus insidieux, mais plus puissant. Très intéressant. C'est vraiment. Non, mais parce que moi, avant, je pensais design, c'était plutôt beauté des choses, ou voilà, plutôt beauté. Et en fait, avec vous, j'apprends que c'est plutôt utile. Non, plutôt utilité, et, voilà. Utilité, comment ça peut servir, et c'est pas juste de la beauté. C'est très intéressant. Est-ce que tu testes ou mesures l'appropriation de tes objets? Par exemple, je pensais aux enfants avec l'asthme. Non. Non. On teste. Nous, on teste jamais. Alors, j'ai nous l'équipe de l'agence. On teste pas. Après, on va avoir des clients qui vont vouloir tester. D'autres qui ont tout à fait confiance et qui se font eux-mêmes confiance. Et qui, du coup, vont y aller. Mais je crois, très honnêtement, je ne crois ni à l'enquête préalable. Pour le service en palliatif, j'ai rencontré aucun patient. Et je ne voulais pas les rencontrer. D'abord parce que j'avais un peu peur. Et très honnêtement. Et je crois que ça m'aurait pas du tout. Ça m'aurait pas aidé. C'est-à-dire que du coup, j'aurais cumulé tout un nombre d'expériences individuelles et ça aurait juste rajouté de la complexité. Donc je crois qu'à un moment, sur ces approches-là, il y a une. Le seul travail à faire consiste à se dire comment j'arrive à me mettre à la place du cerveau de la personne à qui je m'adresse. Et en gros, j'arrive à imaginer ou me souvenir ce que j'étais enfant, ce que j'étais adolescent. J'arrive à pouvoir imaginer les angoisses que peuvent être celles de quelqu'un qui effectivement va partir dans quelques jours, ou quelqu'un qui est face à son médicament. Donc j'évite de trop tester ou de trop enquêter. Moi je crois beaucoup à un état intuitif. Je crois beaucoup à l'intuition comme un mode complexe et élaboré de conception et de pensée, et qui n'est pas un truc fantaisiste d'hebdo féminin, qui est l'intuition, finalement, pour moi, n'est rien d'autre qu'un mode d'apprentissage du monde, qui est par une sorte de succession de filtres, et où tu fais rentrer des signes très très différents. Et ça,
créer à un moment des choses qui ne sont pas agglomérables et néanmoins qui ont une cohérence et les projets se construisent par ça. Alors à l'inverse, tu as une pensée analytique qui consistera à dire j'ai un projet, j'étudie son contexte, je rencontre ses clients, je fais une proposition, j'en fais même 2-3 histoire de d'être bien sûr, et ensuite je teste, ensuite je mets sur le marché. Et très honnêtement, je crois pas du tout à ça. Et d'ailleurs, typiquement, je ne présente jamais à des clients 2, 3, qu'un rond vert ou un triangle bleu. C'est comme vous voulez. Pour moi, moi, je me considère un peu dans une même façon de travailler qu'un médecin avec son patient. Médecin avec son patient. Le patient, il a une angine. Tu vas pas lui dire, écoutez, si tu veux, j'ai un sirop qui est bien, qui est un peu antibiotique, j'ai des comprimés, paracétamol, c'est comme tu veux, tu prends pas. C'est qu'à un moment, notre expertise est de dire, voilà, moi j'ai compris après votre problématique et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je sais plus si je réponds à ta question, mais, mais non, je teste pas.